Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo, comme toujours, je commence par ça, mais en réalité j'ai aucune idée de la longueur que ça fera au final, pour parler de deux sujets en particulier, et peut-être que je vais déborder sur d'autres choses, je ne sais pas encore. Je voulais d'abord aborder, on m'avait conseillé du moins de regarder une vidéo sur la construction des pyramides qui serait d'origine humaine selon ce documentaire qu'on m'a conseillé. Et donc je l'ai regardé, je vais en parler, puisque j'avais déjà abordé le sujet avec Pierre-Yves Lenoble dans notre série de vidéos discussions Fake Story. Je crois que c'est dans la 1 ou la 2, on en avait déjà parlé, et donc j'ai eu des retours, des remarques sur le sujet, et en particulier de consulter cette vidéo qui dure quand même 3 heures et quelques. Je l'ai regardée en plusieurs fois. Et bon, voilà, je vais donner mon avis là-dessus, puisqu'on me posait la question. Et la deuxième partie de cette vidéo concernera les dinosaures cette fois-ci. C'est un complément d'information et des idées comme ça que j'avais eues, que j'ai toujours d'ailleurs. J'avais déjà écrit des petits bouts d'articles par le passé sur le sujet. Et donc voilà, j'aimerais juste revenir sur le sujet quelques instants. Alors avant toute chose, et en préambule de cette vidéo, je voulais juste faire quelques éclaircissements concernant les sujets donc, que j'aborde. On me fait souvent la remarque que ces sujets sont secondaires, pas essentiels, qu'ils n'ont pas d'importance vraiment au regard de la situation mondiale, et qu'au final c'est un peu perdre son temps de parler de ces choses-là telles que je les aborde, les sujets que j'aborde sur ma chaîne, pardon. Donc ils ne sont pas essentiels à la compréhension du monde, à ce qui nous arrive, etc. Donc on me dit voilà, c'est un peu une perte de temps de parler des dinosaures, ces choses comme ça, la terre plate, ou ce genre de choses. Alors, chose importante, moi j'explique et je le dis, et c'est la raison pour laquelle je m'exprime, c'est que j'essaie, j'ai aucune prétention autre que celle d'essayer d'informer des gens sur quelque chose qui n'est pas forcément visible au premier abord, sur lequel on se détourne et on n'y prête pas attention. C'est-à-dire que tous les sujets souvent sur lesquels je parle, ils sont justement primordiaux dans la compréhension de ce qui nous arrive et dans le monde dans lequel on est. À savoir le mensonge globalisé. Le mensonge globalisé, parce que vous avez tous compris, pour certains, je pense que depuis un moment, qu'on vit dans un monde de mensonges total. Tout est faux, il n'y a rien de vrai. Alors il y a des fausses vérités, c'est un peu ambigu, mais c'est ça, il y a des fausses vérités. C'est-à-dire que c'est tellement bien emmené que ça apparaît comme des vérités, mais on se rend compte qu'elles sont fausses, ces vérités. Mais elles sont tellement bien emmenées qu'on les valide. Exemple le plus connu, la théorie de l'évolution, sujet dont je parle ponctuellement. La théorie de l'évolution, c'est tellement bien emmené, enfin, si on regarde bien, c'est très grossier, mais on va dire que c'est tellement bien emmené, on l'a tellement assimilé que finalement c'est devenu une vérité, alors que c'est une théorie, uniquement une théorie, il n'y a rien de scientifique, c'est juste des avis, on suppose que, et ensuite on le valide parce qu'on l'a répété tellement de fois, théorie de l'évolution, que c'est devenu quelque chose de véridique, de scientifiquement prouvé. Or ce n'est absolument pas le cas, et personne sur cette planète peut dire oui, la théorie de l'évolution c'est un fait, ça restera toujours une théorie. Jusqu'à la fin des temps ça restera une théorie, et pour ceux qui sont croyants, c'est un mensonge tout simplement, ni plus ni moins. Donc ce genre de choses, voilà, ça c'est des vérités, des fausses vérités qu'on nous a inculquées, et même si on essaie de s'en détacher, ça reste quand même là. Il y a toujours, alors la théorie de l'évolution, je fais une différence entre l'évolution intraspécifique qui existe, contrairement à l'évolution tout court qui dit que le microbe est devenu un lézard, un poisson, un singe, un reptile, enfin tout ce qu'on veut, puis jusqu'à arriver à l'homme, c'est-à-dire succession de mutations sur une longue période de temps qui a permis de faire toutes ces créations successives, et tout ça évidemment par le fruit du hasard et de la sacro-sainte coup de bol, le sacro-saint coup de bol, c'est-à-dire on a de la chance, 10 milliards de fois répétés qui font qu'à chaque fois tout est intelligiblement bien emmené, ce qui fait qu'à la fin on a des êtres remarquablement construits par quelque chose qui est totalement absurde, aveugle, et qui ne se répète jamais 2 fois d'affilée, à savoir le hasard. Mais ça passe, hein, tout est logique. Ce qui permet d'ailleurs d'évacuer le créateur, évidemment, c'est le sujet et c'est le but principal, c'est toujours, toutes ces théories, d'évacuer le créateur. C'est ça la raison d'être de ce genre de théorie qu'on nous a inculqué de force. Donc voilà, ça c'est l'idée pourquoi je parle de ces sujets-là, parce que ce sont ce genre de choses qui font qu'on reste aveugle à la réalité et qu'on se perd. Donc de temps en temps d'éclaircir ce genre de choses est important. Donc ça fait partie des choses pour lesquelles c'est ces raisons-là qui font que j'écris, que je publie, que je parle, que je prends la parole.
tout simplement. D'autres sujets que j'aborde également, et je le fais plus trop maintenant, mais je l'ai fait encore dans les Fake Stories avec Pierre-Yves Lenoble récemment, c'est au niveau de la Terre plate, par exemple. Ça aussi, c'est un mensonge, pareil. C'est toujours le même mensonge. Alors, il a l'air futile, inutile, quand on regarde, c'est une perte de temps, si on regarde bien, parce que fondamentalement, ça change quoi que la Terre soit plate, ronde, triangulaire, équilatérale, ça c'est un trapèze, ce qu'on veut. Peu importe sa forme, ça change pas grand chose. Au final, on est sur une planète et puis au final, notre vie évolue pas. Grâce à ça, ça va pas fondamentalement changer notre vision du monde. Sauf que ça aussi, ça fait partie, avec la théorie de l'évolution et d'autres encore mensonges monumentaux, de l'enfumage et du fait d'occulter, d'effacer Dieu de la création et de mettre différents voiles par rapport entre nous et la divinité. Ça sert à ça. Et c'est en enlevant tout ce ramassis de mensonges qu'on nous a empilés sur notre chemin vers la vérité, à savoir la reconnaissance de notre Créateur, c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc il faut qu'on fasse un travail de débroussaillement. Donc il faut qu'on débroussaille, il faut qu'on fasse un travail, ce travail-là, il faut le faire, débroussailler tout ce qui nous entrave le chemin vers notre Créateur, et c'est ce que j'essaie de faire à mon humble niveau. Le premier sujet que je voulais aborder, c'était le rapport avec la construction des pyramides en Égypte. Les fameuses pyramides qui restent une énigme quant à ses auteurs. Donc suite à ma vidéo que j'avais réalisée donc avec Pierre-Yves Lenoble, Fake Story 1 je crois, c'est là où on aborde le sujet des pyramides et de ses constructeurs, j'ai eu une question, une remarque d'une certaine Sam Lily, je suppose que c'est une fille, qui m'a contacté et qui m'a parlé d'un documentaire qui s'appelle Grande Pyramide K 2019, qui est sorti en fin d'année 2019 et qui aborde justement sous un nouveau regard la construction possible des pyramides, mais cette fois-ci par des humains tout simplement, qui auraient eu accès à des technologies bien avant des technologies assez récentes de notre point de vue, mais qui en réalité étaient déjà maîtrisées depuis donc l'époque pharaonique, donc il y a plusieurs milliers d'années. Et grâce à ça, ils ont pu, selon ce documentaire, construire de cette manière, c'est-à-dire avec des pierres pesant plusieurs dizaines de tonnes, posées au cours d'eau, sans espace, avec une régularité, on a l'impression que les pierres ont été taillées au laser, etc. Et donc ce qui explique cette capacité exceptionnelle de précision et de savoir-faire pour cette époque historique. Donc l'auteur de cette vidéo, c'est un certain Femi Krasniqi. Donc je ne sais pas quelle origine il me semble qu'il est d'Iran, enfin c'est d'après son accent. J'ai l'impression que c'est un Iranien ou quelque chose comme ça dans ces eaux-là. Et ce monsieur a fait donc un documentaire qu'il a apparemment payé de ses propres fonds. Donc un film qui fait 3h35 et donc qui est relativement intéressant. Donc je l'ai regardé, intéressant parce qu'il y a des images de synthèse, c'est très bien expliqué au niveau des méthodologies. En gros, je résume, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas envie de se taper 3h35, je résume vraiment de manière succincte. Donc les Égyptiens auraient maîtrisé la technique avec des lentilles géantes, ou du moins c'est ça, des lentilles géantes. Ils arrivaient à faire une espèce de four, pas un four, mais ils arrivaient à concentrer les rayons du soleil, vu qu'en Égypte, au niveau de l'ensoleillement, on a vraiment le top avec ce soleil toute l'année très fort. Ils ont réussi à faire une espèce de loupe géante qui permettait, avec une concentration vers un point précis, de faire monter la chaleur, de sorte à réussir à faire fondre les choses. Donc ça, c'était une méthode avec une lentille qui devait faire, je sais pas moi, 30 mètres ou 20 mètres de diamètre, et qui permettait de concentrer des rayons de sorte à faire monter la chaleur à plus de plusieurs milliers de degrés, et sur un point précis. Et de cette manière, ils ont réussi à faire fondre, alors dans le projet, dans le documentaire, on parle de faire fondre du marbre, qui serait l'élément qui aurait été utilisé, le matériau qui aurait été utilisé pour faire les pyramides, la construction des pyramides. Donc faire fondre du marbre, ça permettait de le mouler ensuite, dans la forme précise, et le mouler sur place. Ce qui expliquerait qu'on a réussi à mouler des énormes blocs sans les transporter sur des centaines de kilomètres en bateau sur le Nil ou sur la mer Rouge. Ça permettait justement de simplifier la possibilité de déplacement, puisqu'elle était totalement inhumaine vu le nombre de blocs, les poids des blocs et les distances qu'il y avait à faire, et ça n'aurait jamais été fait humainement. Ça élimine surtout le côté sur lequel je me base, c'est-à-dire la construction via les djinns. Moi, alors pour précision, je ne considère pas que ce sont uniquement les djinns qui ont construit les pyramides. Je dis que ça pourrait être l'œuvre de djinns, vu les capacités physiques qui auraient été utiles, et de précision et
la manière de travailler qui n'était pas humaine, tout simplement. Donc je ramenais, et j'avais la preuve coranique qui nous dit que les djinns ont participé à la construction de statues, de temples, etc. Ça, c'est dans le Coran qui dit, c'est Salomon qui les commandait, et ils ont travaillé pour lui, pour ce genre d'ouvrage. Et j'expliquais que concrètement, il n'y a rien qui interdit de penser qu'avant Salomon et même après Salomon, à l'époque où les djinns n'étaient plus commandités par aucun prophète, enfin, du moins, on n'a pas l'info. Donc, on peut imaginer que les djinns auraient pu travailler pour leur compte personnel ou pour le compte d'humains à des constructions, des édifications de temples et des choses comme ça, de statues, pour un culte autre que celui divin cette fois-ci, mais c'est un culte démoniaque ou djinnesque, comme on peut imaginer tout ce qu'on veut en réalité. Donc ce film-là, qui est, je le rappelle, très intéressant au niveau de sa construction. Après, il défend une théorie qui, moi, me plaît pas parce qu'il élude complètement, mais alors complètement, la possibilité d'avoir d'autres entités qui aient participé à ça. Il est que humain. Les constructeurs des pyramides ne sont que humains. C'est tout. Et il prouve, avec sa théorie, après j'expliquerai ce qu'il en est, il prouve avec sa théorie que les humains sont capables de faire ce genre de choses grandioses, donc qui en réalité ne dépassent pas l'entendement, puisque voilà, c'est simplement la technologie qui permet donc de construire ça. Voilà, c'est de l'ingéniosité humaine, et il n'y a rien de surnaturel. Voilà. Quand on regarde, on se dit oui, c'est humain, c'est possible. Alors, techniquement, je ne peux pas expliquer si c'est faux ou vrai, la manière dont ils font leurs échafaudages, qu'ils construisent leurs moules, qu'ils déplacent les pierres, qu'ils font fondre d'abord, et ensuite donc qu'ils moulent et puis qu'ils mettent en place. Mais ça a l'air plausible. Après, s'il y a des gens dans le bâtiment, dans le génie, ils peuvent voir si ça tient la route ou pas. Après, c'est de l'imaginaire. Il faut vraiment le réaliser sur le terrain pour dire si ça marche ou pas. Mais ça m'a l'air plausible dans le reportage, pardon. Donc ça a l'air plausible, je dis pourquoi pas. Mais au moment où ensuite on arrive, on se dit mais la base quand même de tout ça, c'est que le gars il se base sur un élément. Sa théorie se base sur un élément primordial sans lequel, si cet élément-là n'est pas valable, toute sa théorie tombe à l'eau, tout de suite. Et cet élément, moi, qui m'a choqué, c'est de faire fondre du marbre, et ensuite de le remouler dans des blocs de marbre. Alors on en prend plein, on les fait fondre. Donc c'est facile à faire fondre, on prend des blocs et des blocs, on les fout dedans, pas des gros, on les fout dans un moule, on le fait grossir, on le fait fondre, et ensuite on moule dans un moule, avec un moule de 10 tonnes, de 50 tonnes. Et ensuite, c'est juste que, comme on moule sur place, on n'a pas grand-chose à déplacer en réalité. Après, avec toute une astuce de poids, de contrepoids et d'échafaudage, ils arrivent à les déplacer là où il faut. Ensuite, il y a d'autres méthodologies pour faire des tunnels très droits, etc., bien orientés vers les étoiles Sirius, etc. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu long, puis j'ai un peu oublié exactement tout ce qui était dit, précisément du moins. Mais voilà, il s'est bien expliqué. Voilà. Ça tient la route, on va dire, selon mon point de vue, qui est limité au niveau de tout ça, comme je viens de le dire. Simplement, donc je reviens sur la fonte du marbre, donc il en parle, mais à aucun moment il explique d'abord est-ce que c'est faisable techniquement le marbre, est-ce qu'on peut le faire fondre et ensuite le remouler et quasiment à l'identique. Parce que dans le documentaire, ce qu'il explique, c'est que le marbre, on le fait fondre, et quand on le remoule, etc., quand on a fait des analyses sur la constitution des pierres, des pyramides qui sont donc en marbre, c'est exactement la même. On ne voit pas la différence entre une pierre moulée ou pas moulée. On a l'impression que c'est une pierre qui a été arrachée à la roche 500 km au sud de là où sont situées les pyramides, et qu'on les aurait transportées, et ça colle. Donc ça, on se dit, c'est des pierres qui ont été taillées dans la roche et qui ont été transportées. On n'arrive pas à faire la différence entre une pierre moulée et une pierre d'origine telle qu'elle a été soi-disant décrochée des montagnes, ou des gisements de marbre en Égypte. Donc on se dit, voilà, sa théorie, il ne l'explique pas plus que ça. Sauf qu'il y a d'autres gens qui ont essayé de faire fondre du marbre et ensuite de le remouler et voir s'il était moulable à l'identique, et qui, une fois remoulé, est-ce qu'on le reconnaissait, est-ce qu'il y avait une différence, une altération de la pierre, etc. Et il se trouve que, et le hasard est un peu étrange, c'est qu'il y a une vidéo, il y a deux vidéos, il y en a une d'un certain que Salim Laibi a mis un peu en avant récemment, c'est la tronche en biais, qui a fait, donc c'est un débunker, le monsieur. Donc suite à cette vidéo, donc en début d'année 2020, il a débunké, entre guillemets, il allait voir des chercheurs, je ne sais plus où, j'ai oublié, mais c'est facile à trouver, qui ont tenté, avec des loupes géantes également, de faire fondre du marbre et de le remouler, voir un peu, et en fait l'opération se montre, c'est un échec, on ne peut pas le faire. Et là, ils ont essayé sur un petit morceau de marbre. Si on essaie sur des gros blocs et qu'on essaie de remouler des gros blocs, en fait, le marbre il vitrifie, donc il n'a plus la même texture et le même aspect une fois qu'il a été remoulé. Donc ça tombe à l'eau.
parce que c'est monstrueux. Et le pire, c'est que, encore ça, c'est les amis de la Tranchambien, enfin, la Tranchambien est allé voir, je crois que c'est la Tranchambien, hein, je ne veux pas dire de bêtises, qui a fait cette expérience. Et je l'ai vu il y a 3 semaines, le documentaire, donc j'ai un peu zappé les détails. Et je sais que donc la Tranchambien est allé voir 3 chercheurs dans un laboratoire, j'ai sincèrement oublié le nom. C'est un observatoire, ils ont une grande loupe, une grande, enfin, je sais plus comment on appelle ça, bref. Et c'était, bon, ça marchait pas. Sauf qu'après, quelques semaines après, ce monsieur, Fehmi Krasniqi, l'auteur de ce film, il a lui-même fait, et il a repris la vidéo de la Tronchambier dans une vidéo à lui, où il explique que, et il ne s'en rend même pas compte, c'est ça qui est consternant, c'est qu'il explique que la Tronchambier, qui était là pour le débunker, et pour moi, il a débunké son système de fonte du marbre, lui, donc, ce monsieur Krasniqi estimait que c'était probant, l'essai de débunkage de la Tronchambier, il était probant par rapport à sa théorie qu'il avance dans son film, comme quoi le marbre peut être fondu et remoulé à l'identique sans aucune altération de la matière, et qu'on pouvait l'utiliser dans la construction de pyramides. Je crois qu'il a perdu un fil, il a perdu le fil de l'histoire, ce monsieur Krasniqi. Et ce qui est le plus consternant aussi, c'est que lui-même, dans une autre vidéo sur sa chaîne, qui s'appelle donc Fehmi Krasniqi sur sa chaîne, et il fait une vidéo, je ne sais plus à quel moment, qui dure quelques minutes, où lui-même essaie de faire fondre du marbre, et pareil, il échoue, et il le reconnaît, ça vitrifie, ça marche pas. Sur des petits morceaux, hein, c'est même pas des gros blocs. Donc c'est ça qui est consternant, c'est que il nous fait un film de 3h35, images de synthèse et tout ce qu'on veut, qui est vraiment un travail laborieux, je pense qu'il a mis un certain nombre d'années, de ce que j'ai compris, pour le faire. Et à la fin, il se concentre pas avant toute chose sur sa théorie, la pierre angulaire de sa théorie, le marbre qu'ils font, et qui doit être remoulé à l'identique. Lui, il a un peu dit ça, et il a essayé de le faire après, et là, il n'est pas cohérent. Donc sa théorie, elle est complètement bancale, donc son truc, ça tient pas la route, tout simplement. Et donc ce qui est le plus consternant, c'est que dans ce long film, donc il nous parle de tout ça, c'est super intéressant, puis après, donc, une fois qu'on sait que ça tombe à l'eau, on n'y croit plus, mais on attend quand même la suite de ses propos. Et à un moment donné, il nous explique, il justifie le fait qu'il existe différentes pyramides dans le monde, donc en Asie, en Amérique du Sud, etc., par le fait que les Égyptiens auraient, donc ceux qui maîtrisaient cette méthodologie avec cette lentille solaire qui permettait de faire fondre tout ça, seraient partis, donc ce seraient aussi des grands marins, ils seraient partis donc depuis les côtes égyptiennes vers l'Amérique du Sud et aussi également vers l'Asie. Donc ils sont passés donc en Amérique centrale, pardon. Là, j'ai dit l'Amérique du Sud, mais c'est l'Amérique centrale, mais après on peut extrapoler partout. Ils ont donc construit des pyramides aztèques, mayas, enfin je suppose que c'est eux-mêmes qui seraient allés là-bas, donc ils auraient immigré, une partie des Égyptiens seraient restés là-bas avec ce savoir-faire, et ils auraient construit ces pyramides avec leur technologie solaire, etc. Ils seraient partis sur l'île de Pâques, je crois, et ensuite ils auraient traversé tout l'océan Pacifique jusqu'à arriver en Asie, donc ils auraient fait les temples en Thaïlande, enfin en Indonésie, en Cambodge, etc. Et encore, on peut imaginer partout ailleurs. Donc, il a expliqué que c'est les Égyptiens qui ont développé cette technologie et qui l'ont semée partout. Ils ont immigré, ils ont installé, ils ont fourni tout ça. Et ce serait ils auraient mis un peu leur signature en se gravant eux-mêmes sur les pyramides, avec les noms qui tiennent, les latitudes qui sont toujours orientées vers les étoiles, etc. Enfin bref, je résume, je synthétise. Donc ça, c'est sa théorie. Le fait que les Égyptiens devaient être de grands marins et qu'ils ont probablement découvert des continents, etc., des civilisations, peu importe ce qu'on peut imaginer, moi je dis pourquoi pas, tout est possible. On sait que maintenant notre monde il est tellement faux, mais de là à partir à dire qu'ils ont réussi à faire fondre quelque chose de cette manière-là, alors que c'est même pas prouvé techniquement, que lui-même a échoué, et que d'autres gens probablement ailleurs ont échoué, parce que il y en a qui ont dû essayer depuis, avec cette théorie qui circule depuis un moment, mais qui a été mise en place récemment. Je veux dire, ils ont essayé concrètement sur le terrain probablement depuis peu, il fallait maîtriser un peu, il fallait avoir l'outil pour le faire. Il n'y a personne qui a prouvé qu'on pouvait faire fondre du marbre et le remouler à l'identique, personne. Donc jusqu'à preuve du contraire, sa théorie, elle est bancale. Et ensuite, pour justifier que les pyramides se trouvent un peu partout sur cette planète, il a imaginé qu'ils étaient partis avec cette technologie qui ne fonctionne donc pas, la diffuser ailleurs à droite et à gauche. Bon, voilà, pour moi, voilà, il s'est pris un mur, hein, tout simplement. Alors j'ai rien contre ce monsieur, hein. Il a fait un travail très intéressant, mais un peu sérieux juste au départ, ça aurait évité de perdre du temps, c'est tout. C'est con, parce que... Il y a du travail, il y a de la réflexion, etc. Mais le gars, il se met une balle dans le pied tout seul. Il s'en met 2 ou 3 d'ailleurs, parce que il vérifie pas à chaque fois ces trucs, s'ils sont consistants, s'ils sont solides, s'ils sont factuels. Non, il tisse, et à la fin, c'est un château de cartes. Il se détruit lui-même. C'est dommage, c'est vraiment dommage. L'idée était vraiment très très bonne.
Et pour finir, il rebondit sur, à la fin, il justifie, il fait une petite apologie de la franc-maçonnerie, j'ai un peu oublié les thèmes, mais c'est sur la fin. Et bon voilà, je dirais qu'il brasse de l'air, quoi. Là, on se demande pour qui il travaille, c'était quoi son projet. En tout cas, moi, ce que j'ai compris de tout ça, c'est qu'il éradique absolument tout, au niveau d'une possibilité d'existence autre qu'humaine qui ait participé à ça. Et ça, je trouve ça très très grave. Deuxième point, j'ai l'impression qu'il a zappé le côté ésotérique. Vraiment ésotérique, c'est-à-dire que le côté monde occulte avec ses symboliques dans la pyramide et ses orientations spatiales par rapport aux astres et aux constellations d'étoiles, etc. Parce qu'il y a une symbolique dans tout ça, et il y a une symbolique ésotérique, il y a une ouverture des portes avec un monde parallèle. C'est pas le fruit du hasard s'ils se laissent comme ça ces pyramides avec cette géométrie, on va dire sacrée, ce qu'on appelle sacré, etc., mais qui est en réalité la porte ouverte au monde occulte. Genre, je me répète, mais c'est ça. Donc tout ça fait que ce monsieur, son message il est un peu ambigu, voilà. Donc pour conclure sur ce sujet, c'est clairement pas valable, sa théorie ne tient pas la route, et au contraire, elle occulte absolument pas la possibilité, elle n'en met même pas en question la possibilité que ces pyramides, en particulier d'Égypte, mais aussi ce que je disais dans mes autres vidéos sur les pyramides un peu partout dans le monde, et je parle vraiment des pyramides. Les autres constructions religieuses d'autres formes et d'autres continents, je ne les remets pas en question, encore que il y a certaines qui sont clairement des constructions de djinns. Mais pas forcément toutes. En tout cas, en ce qui concerne les pyramides, c'est clairement, les pyramides d'Égypte en particulier, c'est clairement l'œuvre autre qu'humaine. Pas que, mais l'humain n'est pas le constructeur exclusif, loin de là, de ces choses de ces choses monumentales. Donc voilà, ça c'était pour le premier sujet. Maintenant, je vais enchaîner sur le deuxième sujet qui concerne les dinosaures. Il y a quelques années, j'avais été choqué par un certain Laurent Glosy, que les gens n'ont pas oublié, l'auteur catholique, enfin je dis catholique entre guillemets, qui s'était fait un plaisir à une époque de nous vendre l'idée de la Terre plate comme si c'était quelque chose de révolutionnaire et de véridique. Alors il s'est amusé à un certain temps à attribuer l'origine de cette Terre plate, cette hérésie, parce qu'il n'osait pas l'assumer clairement. Il mettait ça sur le dos des musulmans wahhabites, donc parce que c'était vraiment ça vient du wahhabisme. Alors, je ne vais pas encore détailler ce que c'est que le wahhabisme. Je prends ce mot de manière large, je rentre pas dans le détail. Je sais très bien l'origine du wahhabisme, etc. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans quelques dans quelques FAQ où j'en ai parlé. Donc je ne vais pas me paraphraser là, c'est inutile. Si ça vous intéresse, il y a l'intitulé des différents sujets que j'ai abordés dans mes FAQ. Et il y en a un sur le wahhabisme, j'explique brièvement quel est mon point de vue sur le wahhabisme. Donc il est clair, je ne vais pas me répéter là-dessus. Donc Laurent Glosy, à une époque, donc, n'assumait pas clairement d'être platiste, mais il n'assumait pas complètement de le reconnaître en tant que croyance chrétienne, ce qui est le cas à la base, chrétienne et juive, parce que c'est dans la Genèse qu'on trouve le cœur de la croyance platiste. Mais ils nous l'ont remis, il se cachait derrière un ignorant savant, soi-disant wahhabite, qui affirmait que la Terre était plate, etc. Et il s'amusait à le montrer comme ça jusqu'au moment où il a vraiment ouvert il a dévoilé sa véritable nature en disant oui, je suis platiste, j'y crois, puis il a assumé ça avec ses croyances religieuses, bref. Et j'ai pas aimé du tout cette manière de faire. À l'époque, il publiait encore sur le site de Selim Laibi, et je l'avais régulièrement je lui avais régulièrement parlé, sur sa page Facebook, sur le site de Salim à l'époque aussi, et il esquivait. Genre je le dis clairement, c'est un hypocrite ce gars. Pour un catholique, il ruine l'image des catholiques. Il est dans le pur mensonge. Je lui ai posé plusieurs questions sur son hérésie, auxquelles il n'a jamais répondu, et il ne répondra jamais. En plus d'être un islamophobe haineux, sans aucune preuve. Alors je ne vais pas encore revenir ici, mais j'ai de la matière. Si un jour il veut débattre, avec grand plaisir, je me ferai un grand plaisir de lui expliquer les choses et de lui montrer ses mensonges en face. J'ai aucun problème avec ça. Alors, ni je l'aime ni je l'aime pas, par contre je déteste les menteurs. Et ce gars-là, et je le répète et je l'ajoute et je le complète, c'est un menteur de haut niveau. Ce qui est encore une fois très minable et très honteux pour soi-disant une personne qui suit le Christ, qui n'était pas du genre à mentir, sauf si peut-être dans sa Bible à lui, dans son évangile à lui, peut-être qu'il n'a pas les mêmes que les autres, ou Jésus ment, ou il trafique les choses, ou il bidouille. Je ne sais pas, je pose la question à M. Glosy. Donc voilà, ce personnage-là, à cette époque-là, il nous avait fait tout un pataquès sur la Terre plate et tout, puis à un moment, il a une idée lumineuse, c'est de penser que les dinosaures existaient, et qu'ils étaient définis dans la Bible,
Il nous a fait une théorie là-dessus, il nous a fait des conférences là-dessus. Et donc il a fait plusieurs conférences en expliquant que les dinosaures étaient donc annoncés dans la Bible et qu'ils auraient vécu sur Terre à une époque, probablement donc sa Terre plate, ça il le dit pas, mais bon il est toujours dans ce paradigme. Et donc il s'est basé sur quoi pour dire ça? Par rapport au Behemoth, cette bête mystérieuse qui est définie dans la... Alors je sais plus dans quel chapitre se trouve ce Behemoth, j'ai oublié, j'avais les références mais je les ai plus de tête là. Et donc il se base là-dessus en disant voilà, tel qu'il est décrit c'est un dinosaure et donc la Bible annonce le dinosaure. Voilà. Et en même temps ce qui est génial avec ce gars, donc il peut croire ça, hein, il a le droit. Il y en a peut-être beaucoup de gens qui pensent ça, qui croient à ce Behemoth, comme quoi la Bible aurait annoncé donc les dinosaures. Sauf que les dinosaures, il n'y a rien qui est prouvé. Moi, j'en avais parlé aussi déjà avec Pierre-Yves Lenoble aussi dans d'autres fake story 1 ou 2, je ne sais plus, on parle de ça. C'est un fake, clairement, il n'y a pas à tortiller du cul comme dirait l'autre, excusez-moi de la trivialité du propos et sa vulgarité, mais c'est ça, clairement c'est du vent. Et donc là, lui, Monsieur Glosy nous sort le côté de la terre plate, donc du vent sur du vent sur du vent, un frisbee qui surfe sur l'air et qui va au gré du vent, donc un peu n'importe où, donc il va s'égarer et il continue à nous enchaîner une deuxième couche de bêtises avec ce Behemoth, cette hérésie, en disant tout ça c'est biblique, hein, la terre plate, le Behemoth, donc les dinosaures. Il se renchérit là-dessus et il nous fait toute une tartine là-dessus en étant persuadé pour prouver que sa Bible est véridique. Hein. C'est pour ça qu'il c'est un prosélyte, hein, tout simplement. Mais faire le prosélyte avec du mensonge, c'est un peu limite. Ou alors il faut savoir de quoi on parle. Et dire là, c'est un peu le terrain glissant, je ne vais pas prendre ces versets de ma Bible pour dire que c'est vrai, parce que c'est pas forcément vrai, quoi. Et se calquer sur la science qui dit des mensonges, soi-disant, pour certains, oui, c'est vrai. Et de dire oui, c'est la science rejoint la Bible, c'est quand même un peu étrange comme manière de procéder. Mais toujours est-il que ce monsieur Laurent Glosy poursuit là-dessus et valide ainsi l'existence des dinosaures. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que quelques temps auparavant, il avait fait un ouvrage très intéressant que j'ai toujours chez moi. Mais en fait, il a compilé des informations parce que sa réflexion à lui, elle est très limite sur les géants. Les géants de l'Atlantide, je crois que ça s'appelait comme ça son ouvrage. Il faudrait que je le retrouve. Un gros livre, et c'est épais, où il explique l'existence des géants et qu'ils ont été occultés par la science moderne qui ne veut pas parler d'eux. Donc ça, c'est comme ça que je l'avais découvert, ce livre-là. Il avait parlé aussi à l'époque, enfin il avait traduit un livre sur les témoins de Jéhovah, la secte satanique, un truc comme ça que ça s'appelait. C'était un livre traduit, hein, c'était pas le sien, mais c'était une très bonne traduction. C'était un livre très intéressant d'un auteur néerlandais qui s'appelait De Ruyter. Et donc il avait traduit ce livre, puisqu'il est germanophone, je crois. Et donc ce livre a été traduit en allemand, donc il l'a traduit, Laurent Glosy, et il avait donc dans la foulée enchaîné sur les géants de l'Atlantide. Donc ce livre-là, ce qui m'avait choqué dans ces livres-là, c'est qu'il parlait de tous les géants dans les différentes religions, excepté de l'islam. Excepté de l'islam. J'ai trouvé ça un peu choquant, et je lui en avais fait la remarque à l'époque, j'avais trouvé ces travaux pertinents, je me suis dit tiens c'est génial. Et il expliquait plein de choses comme ça, dont il reprenait certaines infos, comme quoi il parlait parfois des extraterrestres comme étant éventuellement des démons, mais il restait un peu ambigu. Il le disait sans le dire en fait, c'était un peu ambigu. Je crois que c'est dans ce livre-là, mais en parallèle, donc il parlait des géants. Jamais, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi monsieur Le Glosy, alors que l'islam, on en a beaucoup d'infos sur les géants, pourquoi vous n'en parlez pas à aucun moment? Mais si vous n'êtes pas obligé d'être musulman pour en parler, ça existe dans l'islam, dans les textes religieux. Vous auriez pu au moins évoquer le sujet, ça aurait été un complément intéressant dans votre ouvrage. Non, il n'en parle jamais. Et de là, ensuite, il a déliré, et j'ai compris que c'était un gros islamophobe, parce qu'il était très ambigu, et qu'il reprenait toutes les thèses, tout ce qui était dans le Talmud, il le remettait sur le dos de l'islam. Voilà. Donc il a expliqué que l'islam était une religion talmudique. À partir de là, j'ai compris que voilà, c'était pas la peine de discuter avec ce mec-là. Il n'avait pas d'argument, il disait que ça, mais il n'arrivait pas à être après. On avait du mal à parler, donc bon, j'ai compris que j'avais à faire un guignol, n'est-ce pas? Et donc, par rapport à tout ça, je lui avais fait quelques remarques, quelques questions, je lui avais posé quelques questions, auxquelles donc il n'a toujours pas répondu. Et j'avais juste fait un petit démontage de ses théories. Je lui ai expliqué par rapport à ses croyances, ce qui moi me choquait, c'était comment il pouvait croire à l'existence des géants et des dinosaures. Comment il pouvait le croire? Dans les religions, les géants existent. Si on est religieux, on y croit. On sait qu'ils ont disparu, mais on y croit. Ensuite, on peut imaginer qu'il y a encore quelques espèces de géants qui existent sur Terre. Moi, personnellement, j'en suis persuadé. Je ne sais pas où, mais je suis persuadé qu'il y a encore quelques espèces humaines de géants qui existent quelque part. Ils ne doivent pas être bien nombreux et doivent être bien cachés, mais ils existent. Je pense, encore une fois, c'est
Dans 6 mois, peut-être que je penserai le contraire. Mais je crois ce genre de choses, par exemple. Ensuite, il a juste oublié un truc, c'est que c'est ça qui est choquant, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre, et beaucoup de personnes qui pensent un peu comme lui n'arrivent pas à comprendre que comment on peut imaginer qu'il y a des géants qui ont existé et qu'on ne retrouve aucun ossement, aucun, il n'y a rien, à part des photomontages bidons qui ruinent justement ceux qui y croient, qui ruinent leur croyance, c'est-à-dire qu'on va accepter un photomontage ridicule d'un faux géant, donc il faut photoshopper à l'extrême, et on va dire, bah voilà, vous êtes des naïfs, pour tout ça, pour valider votre croyance dans votre livre religieux, qui est une collection de mythes, c'est ce qu'on nous dit, vous allez avaler n'importe quel photomontage. Donc ça, il le valide, mais il ne voit pas que les dinosaures, qui est une théorie, c'est une théorie, on n'a jamais trouvé, c'est pas un livre, il n'y a aucun livre qui annonce les dinosaures, rien, absolument rien. Et comment il peut valider en se disant, mais les dinosaures, on a trouvé plein de squelettes. Alors, voilà, je ne reviens pas dessus, c'est des gisements très précis en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Russie, en Chine. Il y a quelques gisements comme ça de par le monde, alors que soi-disant, ils étaient sur toute la surface du globe. Et ils ont disparu il y a 65 millions d'années minimum, si ce n'est pas plus. Et ils affleurent à la surface du sol. Alors qu'avec l'empilement des couches depuis des millions d'années, ils devraient être très profondément enfouis. Ils ne pourraient pas remonter comme ça, même avec un tremblement de terre. Ça ne peut pas faire remonter ils sont peut-être sur, je ne sais pas moi, 500 mètres, 1 km, 2 km sous terre. Comment ils peuvent ressortir et affleurer le sol? Parce que c'est souvent comme ça, ils sont à 10, 20, 30 cm, voire 1 mètre, et on les trouve avec des fondations d'un immeuble ou des gens qui labourent leurs champs, des paysans dans le monde, ils labourent leurs champs, hop, ou des fois ils affleurent le sol. Il y a des trucs qui sont assez consternants et ça passe, on valide ça. Et c'est souvent les mêmes, et on n'a jamais trouvé un ossement complet, c'est que des reconstitutions. Je parle des grands os. Les petits os, il y a plein de lézards qui sont assez grands. Vous regardez les dragons de Komodo ou d'autres de ce genre, et vous pouvez imaginer qu'il y a un fémur qui fait 50 cm à mètre, bah, il y en a encore plein. Donc de lézards qui ont existé, qui n'existent plus, c'est pas un problème. C'est pas un souci. Mais dès que ça commence à faire l'animal soi-disant 10 mètres de haut, 12 mètres de haut, bah, on retrouve qu'un os, vite fait. Et à partir de là, on fait une extrapolation. Encore un os, il faut le prouver qu'il appartient. Et donc, moi, je lui avais expliqué, cher Laurent Glosy, il fait 2 comparaisons, les dinosaures et les géants. Et je lui dis, mais entre les deux, t'as pas vu qu'il y avait un tour de passe-passe? Est-ce que les os, si vraiment c'est vraiment des os de géants, de dinosaures, est-ce que éventuellement ces os-là, ce ne seraient pas ceux des géants qu'on aurait essayé de cacher? Tout simplement. La Bible te dit, et le Coran te dit qu'il y a eu des gens sur cette planète, et soi-disant la Bible, mais pour moi il se trompe complètement, il n'y a aucun livre religieux qui dit qu'il y a eu des dinosaures sur cette planète. Aucun livre religieux. Aucun. Il peut dire ce qu'il veut, c'est faux. Donc on est quelque chose de humain, les dinosaures, et de religieux, les hommes géants, des espèces humaines géantes. Des races du moins humaines géantes. Donc comment il peut faire l'amalgame et se tromper à ce point-là, en validant les deux? Il ne voit pas la supercherie. Donc voilà, mon idée c'était de se dire simplement, voilà, l'humain, les êtres humains ont été, à différentes époques, de différentes tailles. Il y a eu des humains tels que les nôtres qui sommes actuellement sur Terre, mais il y a aussi, à une époque donnée, pendant un certain temps, des gens de très grande taille, très très grande taille. Et ils sont tous morts plus ou moins. Et on sait qu'ils ont vécu jusqu'à récemment, puisque la Bible, ça ne remonte pas à 65 millions d'années, c'est plusieurs milliers d'années. Et le Coran, c'est pareil, quand on parle des géants, c'est pas il y a 30 millions d'années. On parle, par exemple, David, quand il est rentré en Terre Sainte, il y avait Goliath qui était un géant. Et c'est pas il y a 150 000 ans. C'est il y a 3, 4 000, 5 000, 6 000 ans, 7 000 ans, c'est pas exactement, c'est peut-être dans ces eaux-là, allez, 10 000 ans. Donc ces humains qui sont morts et qui ont des sépultures, certains auraient dû être retrouvés. Ils auraient dû être retrouvés. Alors on va me dire qu'il y en avait peut-être 200, 300 à droite ou à gauche. Il n'y a rien qui prouve ça. Comme il n'y a rien qui dit qu'ils étaient 30 millions, 200 millions, 500 millions, on n'en sait rien. En tout cas, il y en avait. C'est étonnant qu'on n'en ait jamais trouvé. Par contre, les squelettes de dinosaures, paf, on les a annoncés autour du 18e, 19e siècle. On n'en avait jamais parlé avant, puis paf, on a retrouvé plein de squelettes après, des gisements comme ça, à droite à gauche, ils les fabriquent à la chaîne, etc. Donc voilà, ça c'est formidable de croire ça. Donc là, on tombe dans un égarement total, et ça permet justement de cacher, encore une fois, toute cette mythologie, de cacher la réalité du monde dans lequel on est, c'est-à-dire la création par une divinité qui a tout agencé, et qui donc expliquerait clairement les choses. On est des humains, on est des gens périssables et nous avons des comptes à rendre à quelqu'un qui nous a créés. Et ça, pour les ennemis de l'humanité, c'est impossible à accepter. On est obligé de mettre des barrières et occulter tout ça avec un empilement de mensonges et de manipulations et de mythologie. Et la Terre plate, et les dinosaures,
les extraterrestres aussi, la durée tout ce qui est carbone 14, la chronologie de la Terre pour savoir quel âge elle a, avec des millions d'années, donc avec cette théorie de l'évolution qui permet, entre autres, de justifier leur théorie. Pour valider l'évolution, il a fallu étaler le temps et élargir le temps. Sinon, c'était pas possible de justifier ces mutations successives, etc. Et aussi de valider le fait que maintenant, il n'y a plus d'évolution, parce que notre échelle temporelle d'être humain basique, elle est de 100 ans, 120 ans. Et pour voir une évolution, c'est des millions d'années. Donc, personne ne pourra le voir. Donc, leur théorie, ils ont trouvé l'esquive rotative qui marche, c'est-à-dire le temps. On ne pourra jamais dire que c'est faux, puisqu'il faut des millions d'années, tandis que et justifier de ça aussi l'évolution, ça permet qui est passé, on le verra jamais, personne n'était là. Donc personne n'est là, je veux dire. Donc à part Dieu, personne ne sait ce qui s'est passé comment concrètement, si ce n'est avec des traces dans les livres saints qui n'ont pas été falsifiés, ou les passages qui n'ont pas été falsifiés. On a quelques informations qui nous permettent d'entrevoir la lumière, tout simplement, ou du moins d'esquiver les mensonges qui sont clairement identifiés et dont je viens d'évoquer quelques-uns dans cet audio. Donc voilà, tout simplement, c'est ce que j'avais un peu envie de dire ce soir, aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair, pas trop confus. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en complément? Je vais faire donc un FAQ prochainement. Je vais l'annoncer. Je vais mettre une petite annonce sur, sur ma page communauté de ma chaîne YouTube. Et donc vous pourrez poser vos questions là-dessus. Toujours pareil, hétéroclite. J'ai pas de limite. Soyez juste concis dans la question de manière à ce que je puisse y répondre clairement. Et puis voilà, tout simplement. Et prochainement, on essaiera d'enregistrer un prochain Fake Story avec Pierre-Yves Lenoble. Et voilà, donc je vous annonce ça très prochainement. Donc en attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée à tous et à toutes.